Mon nom est Thomas Caldwell. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, ou peut-être pas, au fond, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire qui a commencé avec ambition et fierté, mais qui s'est achevée dans la douleur et la désillusion. Tout a débuté avec mon enfance dans une petite ville de l'Oklahoma. J'ai grandi sur une ferme familiale, un lopin de terre que mes ancêtres cultivaient depuis des générations. Mon grand-père avait combattu durant la Seconde Guerre mondiale, mon père avait suivi ses traces en s'engageant dans l'armée, où il servit plus de 30 ans. Chez nous, l'honneur et le devoir n'étaient pas de simples idéaux, mais la colonne vertébrale de notre existence. Enfant, j'écoutais les récits du front, ces histoires de fraternité, de courage et de sacrifice nécessaires pour servir une cause plus grande que soi. Elles étaient le ciment qui unissait notre famille, et j'étais persuadé que, moi aussi, je marcherais sur leurs pas. Mais à 15 ans, mon monde a basculé. Une nuit d'orage, un éclair a frappé notre grange, déclenchant un incendie dévastateur. En quelques heures, les flammes ont tout réduit en cendres. Je revois encore la fumée, le brasier dévorant nos terres et l'impuissance dans les yeux de mon père, témoin de la disparition de l'œuvre de toute une vie. Ce n'était pas qu'une perte matérielle, c'était un effondrement de tout ce qui nous définissait. Ce drame m'a marqué au fer rouge et est devenu la force motrice de tout ce que j'ai entrepris par la suite. Je voulais construire quelque chose d'indestructible, me forger une vie qui ne pourrait pas être consumée comme cette nuit fatidique. À 20 ans, mon destin s'est tracé naturellement. Je me suis engagé dans l'armée de l'air. Mon père, fidèle à lui-même, n'a rien dit. Mais j'ai perçu dans son regard cette lueur d'orgueil discret. Il n'était pas homme à exprimer ses émotions, mais ce silence signifiait plus que tous les mots. L'entraînement fut intense, impitoyable, mais je ne me suis jamais plaint. En tant que technicien en avionique, j'avais une mission capitale, maintenir les appareils en état, ces machines qui transportaient des vies et menaient des combats cruciaux. J'adorais ce que je faisais. C'était une tâche exigeante, minutieuse, où la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. Les nuits sur la base, entouré de mes camarades partageant la même rigueur et le même engagement, je me sentais enfin à ma place. Pourtant, malgré tout mon dévouement, je savais que je ne pourrais jamais échapper totalement aux fantômes du passé. Ils restaient là, tapis dans l'ombre, me rappelant que rien n'était éternel. Les années dans l'armée de l'air m'ont endurci. J'ai appris à garder mon calme sous pression, à analyser chaque situation avec sang-froid et à rester lucide, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de moi. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que les plus grandes épreuves de ma vie ne viendraient pas du terrain militaire. Elles m'attendaient ailleurs, dans un endroit que je pensais être un refuge, mon propre foyer. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Sophia. Était-ce un pur hasard? Peut-être. C'est en tout cas ce qu'elle a toujours affirmé. À cette époque, j'étais en poste en Floride, sous un climat écrasant, enchaînant les journées épuisantes et les longues nuits sans sommeil sur la base. Sophia était de passage, venue rendre visite à ses parents qui travaillaient dans l'administration militaire. Notre rencontre est faitlors d'une réception organisée par la base. Un de ces événements au tout le monde joue un rôle et les conversations sont en cours. Mais elle était différente. Plutôt que de se mêler à la foule et d'échanger des banalités, elle se tenait à l'écart, un verre de vin à la main, observant la scène avec une sorte de détachement amusé. Je me suis approché d'elle, hésitant sur la manière d'engager la conversation, et j'ai fini par lâcher une remarque maladroite sur la musique affreusement mauvaise. Elle a éclaté de rire, un rire sincère, léger, qui contrastait avec l'atmosphère figée de la soirée. À cet instant précis, j'ai su que je voulais la revoir. Notre première conversation fut inoubliable. Tandis que les autres parlaient fort et riaient, elle se tenait à l'écart, un verre de vin à la main, observant la scène avec un sourire énigmatique, comme si elle comprenait quelque chose que les autres ignoraient. Je me souviens m'être avancé maladroitement vers elle, lançant un commentaire bancal sur la musique affreuse. Elle a ri, un rire sincère et léger, et à cet instant précis, j'ai su que je voulais la revoir. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous devenions un couple. Sophia était intelligente, pleine d'humour et animée par une détermination qui ne cessait de m'impressionner. Elle avait grandi dans une famille militaire et comprenait mieux que quiconque mes obligations, les absences, les sacrifices. Son soutien signifie tout pour moi. Elle ne se contentait pas de tolérer ma carrière, elle l'acceptait avec une force tranquille, comme si elle avait toujours su que sa vie serait liée à celle d'un homme au service de son pays. À 26 ans, je suis devenu père. Lorsque j'ai tenu Nathan pour la première fois dans mes bras, j'ai ressenti une forme de responsabilité que je n'avais jamais connue auparavant. Ses petites mains qui serraient mon doigt, ses yeux à peine ouverts qui semblaient déjà vouloir explorer le monde en un instant, il est devenu le centre de mon univers. Sophia et moi savions que nous voulions lui offrir un foyer stable et sécurisant, quelque chose dont nous avions nous-mêmes manqué à certains moments de notre enfance. C'est pour lui,
pour eux, que j'ai décidé de quitter l'armée de l'air et de me lancer dans l'inconnu. Fonder ma propre entreprise était un pari risqué, mais je voulais bâtir quelque chose que Nathan pourrait reprendre un jour, s'il le souhaitait. Je commençais modestement, avec une petite société de nettoyage spécialisée dans les bureaux. Les débuts furent difficiles. Les heures étaient longues, les revenus incertains, et certains soirs, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais Sophia était toujours là, m'encourageant, me rappelant pourquoi j'avais entrepris ce chemin. Petit à petit, l'entreprise se développa. Nous avons décroché des contrats plus importants, des immeubles entiers, puis même des centres commerciaux. C'était un sentiment indescriptible de voir notre dur labeur porter ses fruits, de sentir que nous n'étions plus simplement en train de survivre, mais de construire quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je commençais à croire en une stabilité réelle, en un avenir qui ne dépendait pas uniquement de la résilience, mais aussi de l'espoir. Sophia et Nathan étaient mon ancre, ma force. Chaque heure supplémentaire que je travaillais, chaque nouvelle opportunité que je poursuivais, c'était pour eux. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une tempête silencieuse se préparait. Sous la surface de notre quotidien bien rodé, quelque chose de plus sombre grandissait, prêt à tout détruire en un instant. La nouvelle me parvint un jour où tout semblait banal. C'était une de ces journées où la chaleur écrasante étouffait l'air, où la poussière semblait suspendue dans le ciel. J'étais en mission à l'étranger, en Syrie, en pleine opération de routine, lorsque mon téléphone vibra. Voir le nom de Gabriel, l'un de mes plus vieux amis, s'afficher sur l'écran me surprit. Nous ne parlions plus aussi souvent. Nos changes essi reduisant à quelques nouvelles rapides. Mais cette fois, il y avait quelque chose dans sa voix, un ton pesant, hésitant, qui me fit instinctivement retenir mon souffle. Thomas, je ne sais pas comment te dire ça. Ces mots, ce tremblement à peine perceptible dans sa voix. Dans notre monde, ce genre d'introduction annonçait rarement une bonne nouvelle. Mon premier réflexe fut de penser à Nathan. Un accident? Quelque chose de grave? Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'il allait dire ensuite. J'ai vu Sophia avec un autre homme. Chez vous. Mon esprit se figea. Les mots résonnaient dans mon crâne sans que je puisse réellement en saisir la portée. Quoi? Ma voix n'était qu'un murmure, englouti par le bruit des hélicoptères et des discussions militaires autour de moi. Gabriel poursuivit, choisissant ses mots avec soin, comme s'il voulait s'assurer que je comprenne chaque détail. Il passait devant chez nous par hasard lorsqu'il remarqua la voiture de Sophia dans l'allée, rien d'anormal. Mais juste à côté, un SUV noir. Curieux, il s'était arrêté. À travers la fenêtre, il les avait vus. Un homme, assis à côté d'elle sur notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble. Les gestes étaient anodins, mais la proximité, les rires, la manière dont leurs mains se frôlaient, tout était sans équivoque. Je refusais d'y croire. « Tu es sûr de ce que tu as vu ?» demandai-je, la gorge serrée, espérant une erreur, un malentendu, une illusion d'optique. Un silence pesant s'installa avant qu'il ne réponde. « Thomas, j'ai pris des photos. J'ai pensé que tu ne me croirais pas autrement. » Plus tard, seul sous ma tente, je regardais ces photos sur mon téléphone. Le choc fut brutal. Là, sous mes yeux, Sophia riait, le visage illuminé par une complicité que je ne reconnaissais pas. L'homme à ses côtés me semblait à la fois familier et étranger. L'image me frappa comme un coup de poing. Le souffle coupé, je ressentis une douleur sourde, rampante, comme du poison se diffusant dans mes veines. Je voulais hurler, briser quelque chose, mais la réalité me rappelait à l'ordre. J'étais dans une zone de guerre, entouré de soldats, et chacun d'eux devait pouvoir compter sur moi. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse, pour les effondrements. Mais à l'intérieur, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. L'idée que j'avais risqué ma vie pendant plus de 14 mois, pour elle, pour Nathan, pour notre avenir, et que pendant ce temps, elle avait détruit quelque chose que je croyais inébranlable, était écrasante. Ce n'était pas juste une trahison. C'était la rupture d'une promesse, un serment que nous nous étions fait autrefois et qui, à présent, sonnait comme un mensonge. Les jours qui suivirent furent un brouillard. Je faisais ce que j'avais à faire, j'exécutais mes ordres, je parlais avec mes camarades, mais mon esprit était ailleurs, mon cœur absent. La nuit, alors que la base sombrait dans un silence ponctué seulement par le bruit lointain des hélicoptères, je fixais les photos encore et encore, cherchant un indice, un détail qui me prouverait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais il n'y en avait pas. À chaque pensée pour elle, chaque souvenir de sa voix ou de nos moments partagés, je ressentais une douleur sourde, un vide que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais toujours cru être prête à affronter les pires situations, physiquement, mentalement. Mais cette trahison, ce n'était pas une bataille que je pouvais gagner avec force ou discipline. C'était un coup porté là où je ne portais aucune armure. Le retour à la maison n'était pas comme je l'avais imaginé.
Il n'y avait ni joie, ni réconfort, seulement un poids oppressant qui m'écrasait un peu plus à chaque pas. Depuis la Syrie, j'avais pris contact avec mon supérieur, le colonel Brox. C'était un homme qui savait trouver l'équilibre entre la rigueur militaire et une profonde compréhension humaine. Lorsque je lui avais expliqué la situation, il était resté silencieux un instant, puis il avait posé une main ferme sur mon épaule et dit « Thomas, tu vas t'en sortir. Mais ce sera un combat difficile. » Il m'aida à trouver un avocat, un certain Walter Mason. Un homme réputé pour son efficacité et sa discrétion. Lors de nos premiers échanges, je lui expliquais tout. Sa voix était posée, professionnelle, détaillant les étapes à suivre d'un ton calme, presque détaché. Il me fallait un guide, quelqu'un qui me soutienne dans cette bataille juridique, mais aussi dans l'acceptation de cette nouvelle réalité. Lorsque mon avion atterrit enfin, je sus que l'affronter était inévitable. Il n'y avait pas d'autre issue que de regarder la vérité en face et de mettre un point final à cette histoire. Les papiers du divorce, soigneusement pliés dans ma poche, pesaient plus lourd que n'importe quel équipement que j'avais porté durant mon service. Je rentrais un jeudi soir. La nuit commençait à envelopper la ville d'une lueur tamisée, et un calme étrange régnait dans les rues. En ouvrant la porte, je fus frappé par le silence. Sophia était là, assise dans le salon, un livre à la main. Elle le posa en me voyant, esquissant un sourire fugace, presque hésitant, comme si elle ne savait pas comment m'accueillir. « Thomas. » Sa voix était à peine audible. « Je suis heureuse que tu sois rentré. » Je ne répondis pas immédiatement. À la place, je posai les papiers sur la table basse entre nous. Elle baissa les yeux, son regard passant du dossier à mon visage. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait sûrement déjà la réponse. « Les papiers du divorce. » Ma voix était calme, mes mots mesurés, mais à l'intérieur, un ouragan grondait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous deux. Un silence pesant tomba sur la pièce. Lentement, elle saisit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut les documents. Ses mains tremblaient légèrement. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux étaient embués de larmes. « Thomas, je t'en prie. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut arranger les choses. On peut recommencer à zéro. » Ces mots furent un coup dans l'estomac, mais je ne laissai rien paraître. « Ce n'est pas une erreur, Sophia. » Mon ton était ferme, mais ce n'était pas la colère qui parlait, c'était une douleur plus profonde. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Laisser le four allumé, c'est une erreur. Mais ça, c'était un choix. Un choix que tu as fait, encore et encore. Elle éclata en sanglots, mais je restai immobile. Elle tenta de s'expliquer, parlant de solitude, des mois où j'étais loin, de la difficulté d'être seule avec un enfant. Mais à mes oreilles, ce n'était que des excuses, pas du remords sincère. Tu ne m'as pas seulement trahi, Sophia. Tu as trahi Nathan. Tu as détruit notre famille. Ma voix était plus brisée que sévère. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous parlâmes encore un moment, mais au fond, nous savions tous les deux que c'était terminé. Elle pleura, elle supplia, tenta de justifier l'injustifiable. Mais ma décision était prise. Je ne pouvais plus vivre sous le même toit qu'une femme qui avait brisé ce que nous avions construit. Lorsque je quittai la maison, il n'y eut ni soulagement, ni satisfaction. Seulement un immense vide. Le lendemain matin, le premier pas était fait. La procédure serait longue, je le savais. Mais émotionnellement, la rupture était déjà consommée. L'important maintenant, c'était Nathan. Mon fils était la seule chose qui comptait encore, et je devais tout faire pour le protéger de la tempête qui s'annonçait. J'avais décidé qu'il irait vivre temporairement chez mes parents, en Californie. Ils avaient tout de suite accepté, comprenant que leur petit-fils avait besoin d'un environnement stable. Mon père, bien qu'à la retraite, avait toujours cette discipline rigoureuse qui avait guidé ma propre éducation. Ma mère, quant à elle, était la douceur incarnée, celle qui savait toujours réconforter, même dans les pires moments. Avec eux, je savais que Nathan serait en sécurité, physiquement et émotionnellement. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Tant que je devais encore gérer mon service actif et les implications légales et financières du divorce, je ne pouvais pas lui offrir la stabilité dont il avait besoin. Pour que tout soit clair et officiel, je signai une délégation de garde temporaire à mes parents. Ce n'était pas un abandon, c'était une protection. Je me souviens du jour où je l'ai emmené chez eux. Nathan n'avait que 6 ans. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait. « Papa, pourquoi tu ne restes pas avec moi ?» demanda-t-il, ses yeux grands ouverts, emplis d'incompréhension. Je me mis à genoux, le pris dans mes bras et lui expliquai du mieux que je pouvais. « Je dois travailler, mon grand. Mais tu es ici chez papy et mamie, et ils vont très bien s'occuper de toi. Et je viendrai aussi souvent que possible, d'accord ?» Il hocha la tête,
mais je voyais bien qu'il n'était pas convaincu. Mon cœur se serra. Mais je savais, au fond, que c'était la meilleure chose à faire. En parallèle, je devais m'assurer que mon entreprise continue de fonctionner. Ce n'était pas seulement une source de revenus, c'était mon projet pour l'avenir de Nathan, ma manière de lui offrir une stabilité à long terme. Heureusement, Gabriel, mon ami de toujours, était prêt à prendre le relais. Il n'était pas seulement un compagnon fidèle, il était aussi l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue. Il avait déjà prouvé par le passé qu'il savait prendre des responsabilités, et je savais qu'il gérerait l'entreprise avec la même rigueur que moi. Gabriel ne se contenta pas de diriger les opérations. Il m'aida aussi à garder la tête hors de l'eau durant la tempête du divorce. Entre mes obligations militaires, les démarches légales et la gestion de l'entreprise, il devint mon point d'ancrage. « Toi, tu t'occupes du plus important, Thomas », m'avait-il dit un jour en plaisantant. « Moi, je fais en sorte que tout continue de tourner. » Même à des milliers de kilomètres, je m'efforçais d'être présent pour Nathan. Je l'appelais presque tous les jours, écoutant ses histoires sur l'école, ses petites victoires et même ses anecdotes sur le chien de mes parents. Ces instants volés me rappelaient pourquoi je me battais. À distance, le poids de mes décisions pesait lourd. Mais une chose me maintenait debout, la conviction que je construisais quelque chose de meilleur. Une nouvelle vie. Pas seulement pour moi, mais surtout pour mon fils. À mon retour de mission, rien n'était vraiment réglé. Le divorce était finalisé, Nathan était en sécurité chez mes parents, et l'entreprise tournait grâce à Gabriel. Mais à l'intérieur, je me sentais vidé. Comme si j'avais brûlé toute mon énergie à me battre et qu'il ne restait plus rien pour ce qui devait suivre. Je savais que je devais avancer. Mais comment? Puis, parfois, la vie vous surprend quand vous vous y attendez le moins. J'ai rencontré Amanda lors d'un événement organisé par l'armée. C'était une avocate spécialisée dans le soutien aux militaires et à leurs familles. Dès qu'elle s'est présentée, j'ai été frappé par l'équilibre parfait entre son professionnalisme et une chaleur naturelle. Amanda avait cette capacité rare de parler aux gens d'une manière qui les mettait immédiatement à l'aise. Que ce soit un général ou un simple soldat, elle traitait tout le monde avec le même respect sincère. Notre première conversation fut étonnamment fluide. Elle m'a demandé comment je vivais le retour à la vie civile, et avant même que je ne m'en rende compte, je lui parlais de Nathan, de mes parents, de l'entreprise. Elle écoutait avec une attention véritable, posait des questions pertinentes et souriait d'une manière qui inspirait confiance. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Notre relation évolua rapidement. Amanda avait elle-même traversé des épreuves et savait ce que signifiait devoir se reconstruire. Elle était à la fois compatissante et pragmatique, une combinaison que j'admirais profondément. En moins d'1 an, elle devint une partie essentielle de ma vie. Nathan l'adora immédiatement. Un moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Nathan, assis à la table de la cuisine, tenant un crayon entre ses petits doigts, essayant d'écrire son prénom. Amanda s'assit à côté de lui, l'aidant patiemment à former chaque lettre, l'encourageant à chaque petite réussite. Il leva les yeux vers elle avec un sourire rayonnant, et mon cœur se serra. Amanda est géniale, papa. C'est ce jour-là que j'ai su qu'elle n'était pas seulement entrée dans ma vie. Elle était aussi entrée dans celle de mon fils. 2 ans plus tard, je lui fis ma demande. Ce n'était pas une grande déclaration publique, pas un geste extravagant. Juste un moment simple, intime, au bord de la mer, lors d'une promenade au coucher du soleil. Elle n'a pas hésité une seconde avant de dire oui. Et j'ai su que c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit non pas sur la douleur du passé, mais sur l'espoir d'un avenir meilleur. Nathan Epanuasate. C'était un enfant curieux, avide de comprendre le monde, et je faisais tout pour lui offrir les meilleures opportunités. À 5 ans, il savait déjà lire et écrire avec une aisance impressionnante. Mais ce dont j'étais le plus fier, ce n'était pas son intelligence, c'était son cœur. Il était un enfant qui posait des questions, qui voulait aider les autres, qui illuminait la pièce par sa simple présence. Ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Les cicatrices du passé resteraient toujours là, et certains souvenirs me hantraient encore. Mais je n'étais plus ce soldat perdu entre le devoir et la trahison. J'avais construit quelque chose de nouveau. Une vie qui ne reposait plus sur la souffrance, mais sur l'amour, l'évolution et la conviction que même après les nuits les plus sombres, le soleil finit toujours par se lever. L'avenir n'était plus un poids sur mes épaules. C'était une promesse. Un matin, alors que je buvais mon café sur la base, une nouvelle tomba. Ma promotion au grade de master sergent venait d'être confirmée. Ce moment, je ne l'avais pas attendu seulement pour moi. C'était la preuve que toutes les épreuves, les pertes et les sacrifices n'avaient pas été vains. Cette promotion ouvrait de nouvelles portes. Et une idée s'imposa à moi, comme une évidence, demander ma mutation en Californie. Être plus proche de Nathan, être là pour ses victoires,
l'accompagner à chaque étape. Ce n'était plus juste un souhait, c'était une nécessité. L'entreprise que j'avais bâtie continuait de prospérer sous la direction de Gabriel. Tu pourrais tout lâcher, Thomas. Ça tourne tout seul maintenant, m'avait-il dit en riant un jour. Mais je savais que c'était plus qu'un simple business. C'était un héritage, quelque chose que je voulais transmettre un jour à Nathan. Même Sophia avait changé. Gabriel m'avait appris qu'après notre divorce, elle avait entrepris une thérapie, cherchant à comprendre ses erreurs, à se confronter à ses choix. Elle travaillait désormais dans un centre éducatif, aidant des enfants issus de milieux difficiles. En l'apprenant, je n'ai pas su quoi ressentir. Un mélange de soulagement, peut-être une forme d'acceptation. Amanda et moi préparions notre mariage. Pas une cérémonie ostentatoire, juste un moment intime avec ceux qui comptaient vraiment. Nathan était surexcité. Je veux porter les alliances. Et faire un discours. Avait-il décrété avec sérieux. Je veux dire à tout le monde à quel point Amanda est géniale. J'avais souri, le cœur léger. Mon rêve prenait forme. Un rêve bâti sur la confiance, l'amour et, plus que tout, le pardon envers les autres, mais aussi envers moi-même. Les ténèbres du passé m'avaient façonné, mais elles ne me définissaient plus. Désormais, je me tenais là où je n'aurais jamais cru arriver. Entouré des personnes qui comptaient le plus, avec un avenir qui ne me faisait plus peur. Et chaque fois que j'entendais le rire de Nathan ou que je croisais le regard d'Amanda, je savais une chose avec certitude. J'étais exactement là où je devais être.